S'agissant maintenant de la troisième caractéristique, Karl Jaspers propose que la quatrième la troisième pardon, caractéristique de l'acte d'existence s'identifie autour de la relation à soi. C'est-à-dire que cette troisième caractéristique consiste à dire que philosopher, comme agir dans son existence, philosopher, c'est partir de soi. Partir, donc c'est-à-dire originer, faire prendre, faire ancrer comme origine, c'est ça que ça veut dire, originer la réflexion philosophique, l'agir philosophique, l'affect existentiel à partir de soi-même, dans la relation à soi. Alors de nouveau, il s'agit de bien comprendre et de comprendre en nuance. Ça pourrait vouloir dire partir de soi comme individu distinct des autres individus, partir de soi comme égaux. Et ça pourrait vouloir dire ça. Mais on va ajouter un élément supplémentaire. Ça signifie partir de sa subjectivité et non pas forcément partir seulement de grandes idées abstraites, mais partir de sa subjectivité, partir de l'expérience vécue propre à chacun de la vie. Donc partir d'une compréhension subjective des éléments. Ça peut vouloir signifier ça, et c'est correct, mais c'est encore insuffisant, ça peut vouloir signifier ça. Donc partir de moi comme individu. Mais je pense que ce que Karl Jaspers peut nous inviter à penser, c'est donc premièrement effectivement de considérer, ben oui, il y a peut-être une approche singulière, unique de chaque, propre à chaque sujet. Chaque sujet a son expérience propre ou ses expériences propres, singulières, uniques, relatives à lui ou à elle. Mais il y a aussi le fait que tous les sujets humains sont animés, possèdent, sont animés d'une relation à soi. C'est-à-dire que chaque personne a une relation à lui-même. Et donc, dans ce cadre-là, il s'agit peut-être moins de se dire, ben, ma relation à moi distincte des autres, mais plutôt de se dire, tiens, chaque être humain a en lui une relation à lui-même. Chaque être humain a en lui une conscience de lui-même. Chaque être humain a en lui la possibilité d'une intimité qui n'est vue que par lui, pas par les autres, qu'il peut parfois livrer ou non, mais qui n'est vue que par lui, pas par les autres. Chaque être humain a un caractère privé. Chaque être humain, donc, a un rapport à sa propre intériorité. Et donc, on pourrait aussi partir comme ça pour comprendre cette troisième caractéristique, de se dire, oui, chaque individu est distinct des autres, et donc je vais partir de moi-même comme différent des autres, mais on pourrait se dire aussi, sans nier cette différence et cette diversité, cette hétérogénéité des sujets, de se dire, en fait, il y a un phénomène qui nous est commun, un fait premier qui nous est commun, qui est que chacun, chacune d'entre nous est animé par une relation à lui-même, de telle sorte que chacun, chacune puisse dire moi. C'est ça qui peut être. Donc, pour le dire encore autrement, la relation à soi n'est pas simplement un phénomène individuel, mais la relation à soi dans l'humanité est un phénomène qui est universel. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est partagé très diversement, mais qui est partagé par l'ensemble des êtres humains, de telle sorte que chaque être humain puisse dire moi. Et que chaque être humain possède, soit animé, vive, un rapport à une intimité, une intériorité qui lui est propre et qu'il pourrait partager. Et donc, ça devient particulièrement intéressant de se dire, je suis ouvert à mon intériorité, mais je dois aussi reconnaître que la philosophie comme acte d'existence, c'est aussi reconnaître que les autres et chacun des autres, pris distinctement, connaît, a une expérience de son intériorité divers, hétérogènes, singulières, uniques, mais parce que nous vivons tous une manière d'intériorité, nous pourrions peut-être aussi nous réunir et partager, établir des communautés, des collectivités de valeurs, de pratiques, etc., autour de ces intériorités partagées. Et donc vous voyez comment cette troisième caractéristique peut rejoindre d'une certaine manière la première, celle de la démocratie de la pensée, de rendre sa pensée démocratique, de se rendre compréhensible. Puisque si mon intériorité, cette relation à moi, le fait que la philosophie doit s'originer, prendre source, s'enraciner, s'ancrer si vous voulez, dans le fond de la subjectivité, dans le fond de la relation à soi, donc dans les tréfonds de l'inconscient aussi, du non directement conscient ou du non encore conscient, eh bien, elle doit pouvoir aussi se rendre compréhensible.
Et donc, c'est pas simplement de partir de soi pour s'isoler des autres, c'est partir de soi pour comprendre effectivement ce qui pourrait être singulier, ce qui pourrait effectivement nous rendre uniques, mais aussi de considérer alors que chacun peut être unique, chacun peut être différent, et que cette différence peut être aussi l'endroit d'un partage. L'interprétation ici que je suis en train de faire de Karl Jasper, c'est plutôt généreuse, et donc j'insiste bien de nouveau que l'idée, ce n'est pas d'être dans un rapport de fidélité avec Karl Jasper, c'est de comprendre ce qu'il y a dans cette pensée qui peut nous donner à penser, nous, aujourd'hui, en tant que futurs, et donc vous plus particulièrement en tant que futurs éducateurs, éducatrices, travailleurs sociaux, travailleurs psychosociaux. Donc ce qui peut nous intéresser, c'est de dire chaque intériorité, aussi singulière et donc aussi distincte qu'elle puisse paraître, peut être partageable à condition d'un effort de traduction, si vous voulez, d'un effort de compréhension pour se rendre accessible à d'autres. Et ce qui est très intéressant, donc vous voyez, je fais un lien entre la première et la troisième caractéristique, hein, ce qui est très intéressant, c'est de se demander, ben, tiens, pour un éducateur, une éducatrice spécialisée, comment est-ce qu'on peut implémenter, introduire les conditions qui vont permettre à des sujets entre eux de s'entraider pour s'expliciter, de s'entraider pour apprendre à mieux se connaître ensemble, et donc de très vite inscrire, par exemple, une forme d'interdépendance positive les uns par rapport aux autres. Ça veut dire, par exemple, d'amener à considérer que les sujets ont besoin les uns des autres pour apprendre à mieux se connaître personnellement, individuellement, mais aussi à mieux se connaître en groupe. Et donc, par exemple, de comprendre que pour me connaître moi-même, pour m'expliciter moi-même, pour mieux me connaître, pour mieux m'investir, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de ses réactions, j'ai besoin de ses interrogations, j'ai besoin de ses questions, j'ai besoin des étonnements qu'il peut avoir par rapport à mes actes, à mes réflexions sur moi-même, mais aussi que mes réflexions sur moi-même ou sur lui peuvent l'aider lui ou elle aussi à s'investir et que donc on peut ensemble travailler sur un mouvement d'explicitation collective. Donc dès que vous êtes dans des mouvements qui peuvent se traduire très concrètement dans des activités de partage de groupe, de moments de... Alors ça peut être à l'intérieur d'une institution, mais ça peut même être dans des endroits de cours ou dans des endroits dans des institutions professionnelles. Donc ça peut être des partages à l'intérieur de groupes. Je pense par exemple à des femmes qui ont vécu un même traitement oncologique et qui auraient l'occasion entre elles de parler. Ça peut être très fort, mais ça peut être aussi dans des personnes qui ont une dépendance à l'alcool, dans les institutions qui travaillent autour des addictions, de la toxicomanie, etc. Donc des dépendances, par exemple, comment est-ce que des groupes de partage anonymisés, parfois, favorisent l'expression, favorisent la compréhension mutuelle, favorisent la solidarité, le soutien. Et ça peut être aussi dans le cadre de vos formations. Comment est-ce que des moments de cours où vous avez des échanges entre vous vous permettent eh bien, vous permettent de, de vous déposer, de vous réfléchir communément. Mais ça peut être aussi dans des réunions, dans des moments de staff à l'intérieur d'institutions. Comment est-ce que cela vous permet eh bien, de construire des pratiques professionnelles en interrogeant des valeurs que vous aimeriez justement faire valoir dans ces pratiques-là. Voilà donc pour la troisième caractéristique, et on va introduire dans cette vidéo la quatrième et dernière caractéristique, celle qui consiste à dire que finalement la philosophie renvoie à un besoin de l'humanité. C'est-à-dire que la philosophie comme acte d'existence, hein, donc vous comprenez que tout un chacun est capable de philosopher pour Karl Jaspers, mais c'est un besoin de l'humanité. Parce que dans ce besoin, l'humanité peut s'inscrire dans un mouvement de quête de sens, de conquête de sens, de conquête de soi, de quête de soi, de recherche ou d'exploration sur une existence. Et donc, la philosophie devient donc un besoin de l'humanité et donc qui doit chercher à être satisfait. C'est ça l'intérêt de parler de besoin de la philosophie, c'est de se dire que la philosophie comme besoin de l'humanité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui réalise l'humanité. Et donc il y a évidemment beaucoup de manières de faire de la philosophie selon cette définition qu'en propose Karl Jaspers. Il y a beaucoup de manières de la faire, mais donc ça joue en nous le développement, l'épanouissement d'une forme d'humanité qui va chercher à se satisfaire, donc qui va chercher à répondre à ce besoin, qui est un besoin de quête de sens. Voilà donc les quatre caractéristiques du questionnement existentiel pour le Karl Jaspers.